C'est quand même drôle l'art. De ce que j'ai compris, l'art c'est tout ce que les humains y font pour transmettre un truc. Et pour faire ça, ils ont plein de techniques pour faire passer le message. Et ce que je trouve fou, c'est qu'on a encore des doutes sur le fait que jeux vidéo ce soit un art. Donc oui, aujourd'hui je suis le bibliothécaire un peu casse-couille qui spoil l'histoire de plein de livres pour te prouver que lire c'est bien. Mais bon, là on parle de notre art. Dans Zelda Majora's Mask, la lune s'apprête à se ratatiner au sol globalement dans exactement 3 jours. Dans ce laps de temps, on doit récolter des informations auprès des habitants, trouver un moyen d'empêcher cet incident et entre autres de sauver le monde. Chaque peuple a une façon qui lui est propre d'appréhender de l'événement, parce qu'ils se rendent bien compte que la lune fait une tête bizarre et qu'elle s'approche un peu beaucoup du sol. Regardez, les habitants de ce village sont dans le déni complet. Pour eux, dans 3 jours, c'est pas la mort, mais c'est le carnaval. Donc ils préparent et travaillent frénétiquement, comme pour éviter de lever la tête. Parce que s'ils levaient la tête, ils verraient ça. C'est pour ça que tout le monde est un peu paniqué. Pas par la mort elle-même, mais par ce foutu carnaval. Parce que c'est plus simple de râler sur des ouvriers qui font pas bien leur travail que d'accepter que notre fin est proche. Il y a même un endroit où tout le monde est en colère. Genre, tout le monde est vénère. Ils préfèrent engueuler un pauvre singe plutôt que d'accepter ce qui va arriver. Et plus on progresse, plus on se rend compte que c'était pas le singe le problème. C'était juste qu'ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Avec tout ça, la musique, les décors et les dialogues, on a un terrain fertile pour transmettre des messages forts, comme l'acceptation, le deuil, ou même le fait de profiter de l'instant présent. Parce que ça se trouve, dans 3 jours, tu meurs. Voici un jeu qui utilise le gameplay pour raconter l'histoire, justement. Dans ce jeu, on incarne quelqu'un qui vient de mourir. L'histoire commence sur un bateau, avec 7 hommes. Et son taf, c'est de raconter votre vie à une divinité pour vous donner l'accès au paradis. Pour savoir quoi dire à cette divinité, il va vous faire revivre des moments clés de votre vie. Seul bémol, il y a une détection oculaire, ça veut dire qu'à chaque fois que vous clignez des yeux, on passe au souvenir suivant. En fait, on a rarement le temps de tout voir défiler, parce qu'en un clignement d'œil, on se retrouve des années plus tard. Et je trouve cette métaphore extrêmement stylée. Sauf qu'à un moment, un certain événement se produit, et le jeu nous force à regarder la vérité en face. Et pour être honnête, j'ai failli lâcher une larme. En fait, on devait repasser sur des souvenirs qu'on avait déjà vus, mais notre personnage est bien plus honnête avec lui-même. D'ailleurs, l'homme sur la barque prononce une phrase magnifique que je traduirai par « Souviens-toi, peu importe à quel point tu aimes un souvenir, tu pourras pas y rester. » Dans Journey, le joueur est libre de tourner la caméra dans tous les sens et d'aller où bon lui semble. Pourtant, tout le monde sait où aller et où regarder. Le cadre, il est hyper dégagé. Genre devant nous, il y a du sable et le ciel. Le seul élément qui ressort, c'est ce volcan. Donc instinctivement, on s'y dirige. Au contraire, quand on veut perdre le joueur, lui dire qu'il y a tellement de choses à explorer qu'on en a mal à la tête, ben on met tous les éléments intéressants autour du joueur et partout. Regardez, ça c'est la scène d'introduction de Zelda. Et il y a le volcan, les montagnes, le château, le canyon, puis la caméra tourne et on voit 2 montagnes collées et un plateau en hauteur avec des arbres. Ensuite la caméra s'arrête sur notre objectif et on est fin prêt à tout explorer. En fait le tour de magie marche parce que tous les éléments du décor ils sont mis au même ordre d'importance. Il y a un jeu qui passe des messages à travers sa langue. Une des mécaniques, si ce n'est la mécanique la plus importante dans Chains of Scénar, c'est la compréhension des langues. Que ce soit avec des pierres de rosette ou avec des patterns qui se répètent, tout le but est de comprendre le fonctionnement des langues parlées à chaque étage de la tour. Et plus on avance dans le jeu, plus on se rend compte qu'une langue c'est juste le résultat de la culture autour. Dans le jeu, on a un peuple de guerriers. Ils s'habillent tous pareil, ils sont très autoritaires et ils ont aucune individualité. Genre ils parlent jamais d'eux-mêmes, c'est toujours le groupe. Et tout ce que je viens de dire, on peut le savoir rien qu'avec la grammaire de la langue. Dans leur langue, il n'y a pas de pronom personnel, donc si quelqu'un dit qu'il aime le combat, il dit les guerriers aiment le combat. Il n'y a pas de temps dans cette langue, que de l'impératif. On parle pas de futur, pas de passé, et on suggère rien. On donne un ordre et on exécute. Ça, c'est un autre peuple. Et eux, c'est des artistes. Ils ne jurent que par l'art, genre la musique, le raffinement et l'écriture. Donc forcément, ils mettent un point d'honneur à l'individualité. Ils veulent savoir si un tel préfère la musique ou un tel préfère l'écriture. Mais même leur façon d'écrire, elle est stylisée. Dans les autres langues de la tour, c'est souvent des bâtonnets. Mais ici, on change d'épaisseur, on met des courbes, enfin bref, c'est vraiment beau.
D'ailleurs, pendant que je vous parle, je diffuse des images du jeu, mais est-ce que vous avez remarqué l'utilisation des couleurs? Chaque étage de la tour a un code couleur qui est bien à lui. Chez les guerriers, c'est rouge, la couleur de la guerre et du sang. Mais la couleur majoritaire, c'est le bleu. Pas un joli bleu, hein, un bleu froid et morose. Et même les bâtiments, ils rappellent ça. Ils sont droits, carrés et sans âme. Et surtout, ils se ressemblent tous. Un peu comme ce peuple, quoi. Chez les artistes, au contraire, c'est rose, jaune et turquoise. Bien plus vivant et coloré. Maintenant, regardez l'architecture. Il y a plein de moulures, de détails, de plantes et de choses tout aussi belles qu'inutiles. On sait dès la première seconde à qui on a affaire. C'est des gens qui sont pas obsédés par le fait que les choses soient utiles, mais qui aiment le beau. Depuis le début de la vidéo, il y a une question que j'ai laissée en suspens. Je pense que le jeu vidéo est un art, d'accord, mais pourquoi noble? Selon Wikipédia, il y a deux types de nobles. On a la classe sociale des nobles, mais la définition littéraire, c'est quelqu'un ou quelque chose dont les qualités morales sont grandes. Bon, je pense que la question, on y a déjà répondu. Avec tous les jeux qui questionnent la morale du joueur par ses actions, et quand on ressort de ses expériences, on sort avec une belle claque. Je vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a sûrement une vidéo qui arrive sur ce sujet. Bon, pour conclure, le jeu vidéo est un art noble selon moi, parce qu'il a cette faculté de nous passer des messages forts et puissants, tout en nous impliquant à 100% dedans, parce que c'est interactif. Comme c'est nous qui sommes aux commandes, le médium il se démarque vraiment du cinéma et de l'écriture. Ce qui est génial, c'est qu'il pioche de tous les arts qui l'ont précédé. La caméra mouvante du cinéma, le choix des couleurs de la peinture, l'humour du théâtre. Mais par contre, l'interactivité, c'est son petit secret.